Aujourd'hui, je dois dire que les besoins fondamentaux des victimes, et ça veut dire les premiers soins, la première prise en charge médicale et psychologique, ces premiers soins sont pris en charge par l'Union européenne et pour le moment, nous arrivons quand même à les prendre en charge. Je crois que le plus grand problème que nous avons, c'est lorsque les femmes doivent partir et qu'il faut absolument les aider à se réinsérer dans la communauté. Là, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir le faire. Je crois que ce travail doit se faire globalement. Parce que je pense que ce que nous voyons dans le conflit, en fait, c'est le fruit de ce qui se passe dans la société en temps de paix. Je crois qu'il faut considérer que les violences dans les conflits, on les voit en République, on en parle aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais ces violences, on les retrouve dans tous les conflits, que ce soit en Amérique latine, en Europe, avec la Bosnie par exemple, aujourd'hui en Syrie, en Irak, etc. Et je crois que le grand problème que nous devons nous poser, nous avons des outils, nous avons des instruments juridiques qui protègent la femme en période de paix. Mais lorsque nous entrons dans une période de conflit où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'État, malheureusement, nous constatons que ce qui paye cher cette situation, c'est les femmes et les enfants. Et donc je crois que s'il doit y avoir une éducation, c'est une éducation qui doit être... Nous devons étudier sur le plan global comment transformer ce que nous avons sur le plan juridique, donc les outils juridiques que nous avons, qui sont des très bons outils, comment transformer ça à ce que ce soit un changement de mentalité de rapport homme-femme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on est dans une société qui est stable et que par la loi, on est protégé. Mais il suffit qu'une femme se retrouve dans une zone un tout petit peu obscure, la mentalité de l'homme change. En public, on a un comportement, en privé, on a tout à fait un autre comportement. Ça veut dire tout simplement que, en fait, les lois ne protège pas suffisamment. Il faut que ça entre dans notre éthique, que ça entre dans notre morale et que l'on puisse considérer que l'égalité des sexes, ça doit être une réalité effective. Et aujourd'hui, je crois que c'est là où se trouve le problème. La sensibilisation doit être globale. Les hommes doivent s'engager pour lutter contre les violences sexuelles et accepter de faire cette évolution vers l'égalité des sexes. C'est une honte pour notre humanité et ça trouble nos consciences puisqu'on ne peut pas continuer à parler du Congo comme capitale des viols sur le plan international et que de l'autre côté, il n'y a aucune mesure de prise pour pouvoir amener ceux qui ont commis ces actes à répondre de leurs actes. Et je crois qu'on n'a jamais eu une réponse appropriée par rapport au drame des femmes congolaises. Je crois que si aujourd'hui on était réunis ici à Paris et nous venons de Genève avec Thierry Michel, c'était pour demander à la communauté internationale, que nous sommes tous d'ailleurs, de prendre ses responsabilités par rapport à ces crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui se sont commis en République démocratique du Congo et que les responsables de ces crimes puissent répondre de leurs actes. Si ça ne se fait pas, on va continuer à dépenser des milliards de dollars, mais il n'y aura jamais la paix sans justice. On a besoin de la justice pour pouvoir instaurer la paix. Il faut absolument que, en fait, le mécanisme de justice transitionnelle puisse se mettre en place. Il faut des poursuites, il faut absolument l'assainissement. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui ont violé, qui ont commis des crimes contre l'humanité, être les protecteurs de ceux-là même qui ont subi leur torture. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que la vérité soit connue pour pouvoir se réconcilier. On a besoin d'avoir la mémoire par rapport à ce qui s'est passé. On ne peut pas faire la prévention. On ne peut pas dire aux enfants de ne pas faire ça si on ne peut pas leur apprendre leur propre histoire. Je crois qu'aujourd'hui, tout ça, ça manque alors que tous ces outils existent. On ne va pas inventer la roue, ça existe, mais la communauté internationale traîne des pieds pour prendre des décisions. Et je crois que c'est très important que ça soit fait. C'est pour ça qu'il y a une pétition qui est sortie hier, qui a été remise hier au commissaire aux droits de l'homme par 182 ONG congolaises, demander la levée du secret sur le listing établi par les experts des Nations Unies dans le rapport mapping, où ils ont répertorié 617 actes
graves de violation des droits de l'homme, de violation du droit humanitaire, de violation du droit de la guerre, mais cette liste est strictly confidential. Et il est inadmissible et surréaliste qu'on soit face à une situation de silence, de protection par le silence des Nations Unies sur le nom des présumés, gardons bien la notion de présumés, des présumés coupables. Et donc là, il faut qu'il y ait une avancée radicale et rapide, parce que on sait bien que l'année 2016 est une année d'échéance cruciale pour le Congo. On va sans doute dans le mur, le sang va couler, et s'il n'y a pas au moins un démarrage d'un processus de justice, et je pense que le peuple congolais va partir dans des révoltes sans doute perdues, mais des révoltes d'exaspération.